Bonjour à tous. Alors, ce cours va porter sur la structure du système à microprocesseur. Cette vidéo fait suite à la première vidéo que j'ai diffusée, donc je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue avant de voir cette vidéo. Je vous rappelle, hein, dans la dernière vidéo, nous avions vu la structure d'un système à microprocesseur en se focalisant plutôt sur la partie mémoire et communication via les bus d'adresse et bus de données entre la mémoire et le microprocesseur. Alors dans cette vidéo, on va reprendre la suite du support de cours là où on s'est arrêté dans la vidéo précédente, et on va voir le principe d'exécution d'un programme. C'est-à-dire maintenant qu'on connaît comment on interagit entre le microprocesseur et la mémoire, eh bien on va voir effectivement quel type d'interaction on peut avoir et quelles sont les conséquences et comment le microprocesseur en lui-même eh bien, agit avec ce canal de communication. Donc, un petit focus sur le microprocesseur pour commencer, hein. Le microprocesseur, vous verrez plutôt l'acronyme en anglais pour CPU, Central Process Unit. Il assure la fonction d'unité de traitement. Il est plus souvent intégré dans une seule puce. Alors, dans le cas de notre microcontrôleur, hein, tout ce que je vous présente est intégré dans une seule puce. Il exécute les programmes stockés en mémoire principale, c'est la mémoire qu'on a vue la dernière fois, et les programmes sont structurés en une séquence d'instructions. Alors, que fait un microprocesseur? Le microprocesseur, il réalise euh, des étapes qui sont séquentielles, c'est-à-dire qu'il les fait les unes après les autres. La première étape, c'est charger les instructions. Donc les instructions sont placées en mémoire. Il faut communiquer avec la mémoire via le bus d'adresse et le bus de données pour aller récupérer une instruction. La deuxième étape est de décoder l'instruction. Qu'est-ce qu'on doit réaliser avec l'instruction qui est demandée? La troisième étape, c'est le fait d'exécuter cette instruction, c'est-à-dire faire l'opération qui est demandée. Cette opération va générer des résultats. Et enfin, la quatrième étape est la sauvegarde des résultats. Là encore, la plupart du temps, on va utiliser la mémoire pour aller sauvegarder les résultats. Il faut donc communiquer avec cette mémoire. Alors, un microprocesseur est composé de plusieurs circuits électroniques et chaque étape que je vous ai citée ici correspond à un circuit électronique. D'accord? Donc, certes, l'étape numéro 2, par exemple, décoder les instructions, ne peut pas se faire sans avoir préalablement chargé l'instruction. Mais vous pouvez imaginer la chose suivante, et c'est le cas. Euh, la, la partie charger les instructions est un circuit électronique à part entière et la partie décoder les instructions est un autre circuit électronique. Et on va passer d'un circuit à l'autre lorsqu'on passe d'une étape à l'autre. Donc vous avez un modèle qui est ici, qui est le modèle classique, hein, où eh bien, la partie charger les instructions, c'est ce qu'on appelle la partie recherche, va débuter pendant un certain temps. Ici, on a le temps, hein, en abscisse. Alors, on ne va pas parler du temps en secondes, on va plutôt parler pour un microprocesseur du nombre de cycles. Pourquoi? Parce qu'un microprocesseur est cadencé par une horloge. Un quartz, alors là je fais le parallèle avec le DSP qu'on utilise nous, le DSP qu'on utilise un quartz de 150 MHz. Donc à chaque petit pas ici, pour passer de 1 à 2, il s'écoule 1 divisé par 150 millions de secondes. Okay, donc les quatre étapes que l'on voit, hein, recherche, décodage, exécution et sauvegarde du résultat, se font en séquentiel. Donc on a besoin de 4 cycles pour effectuer eh bien, la palette complète. Et puis après on peut recommencer par un autre cycle. Donc aller recharger une nouvelle instruction, la décoder, l'exécuter et sauvegarder les résultats. Et ainsi de suite. Donc c'est un modèle classique que l'on peut voir. Je vous ai dit tout de suite que on peut considérer que chacune de ces étapes est un circuit électronique à part entière. Donc, plutôt que de l'utiliser pour l'étape et ensuite le laisser endormi pour les 3 autres étapes, on va essayer d'optimiser le fonctionnement du microprocesseur pour que chaque circuit électronique, donc chaque étape, soit constamment réalisée. Donc, le nouveau modèle que l'on propose, le modèle optimisé, c'est le modèle pipeliné. C'est-à-dire,
je vais aller rechercher ma première instruction, je vais la décoder, mais pendant que je la décode, le circuit qui recherche ces instructions va aller rechercher la suivante, la deuxième. Je décode la première, je vais ensuite l'exécuter. Comme la deuxième a été recherchée le cycle d'avant, dans le cycle 3 ici, je vais pouvoir décoder la deuxième, rechercher la troisième. Et vous voyez un petit peu les choses venir, hein. C'est comme sur une chaîne de montage dans une usine. Eh bien, on va pipeliner les actions. Et donc après 4 cycles, pour les 4 tâches, chacun des circuits, chacune des tâches que vous avez ici, va être exécutée chaque cycle. Voilà. Donc là, on optimise bien plus le fonctionnement, puisque au lieu d'avoir 4 cycles pour exécuter la fonctionnalité complète, hein, à chaque cycle, on peut considérer qu'on l'a fait complètement. Même si on est d'accord que l'instruction mettra toujours 4 cycles à s'exécuter. Donc cette présentation du processeur, elle est en fait idéalisée, hein. Le microprocesseur n'attend pas qu'une instruction soit exécutée pour décoder la suivante dans ce modèle-là, donc c'est le modèle pipeliné que je viens de vous introduire. Donc on dit que les instructions passent dans un pipeline, comparable à une chaîne de montage dans une usine. Attention, ce pipeline, là, il est idéal. Parfois, il se peut que l'instruction fait que on n'a pas besoin d'exécuter quelque chose, ou on n'a pas besoin de sauvegarder des résultats. Donc il peut y avoir des trous dans la raquette. D'accord ? Un exemple ici, hein, l'instruction numéro 4, je la recherche, et au moment de la rechercher, alors pardon, je reprends mon discours, l'instruction 3, je la recherche, et l'instruction 3 est plus lourde que les autres instructions, donc elle a besoin de temps pour se décoder. D'accord ? Elle a besoin de 4 cycles pour se décoder. Vous allez voir, c'est le cas, ça peut arriver. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a fini l'instruction numéro 2 complètement, hein, on l'a recherché, décodé, exécuté et sauvegardé. Et donc, les deux derniers circuits qui sont exécutés et sauvegardés, eh bien, ils sont mis en attente le temps que l'instruction numéro 3 soit entièrement décodée. Ok ? Alors, comment est-ce que l'on fait ceci? Comment est-ce que le microprocesseur, l'architecture interne du microprocesseur fonctionne pour pouvoir réaliser les fonctions que je viens de vous décrire? Donc en pratique, l'unité de commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher les instructions en mémoire, on l'a vu la dernière fois, via le bus d'adresse et le bus de données. Donc c'est l'unité de commande qui fait ça. Hein, donc il y a une première structure dans le microprocesseur, un premier circuit électronique, on va appeler ça comme ça, qui est l'unité de commande. Lui, il va, comme son nom l'indique, commander le bus d'adresse et le bus de données. Alors le bus d'adresse, il va le piloter parce qu'il va écrire une adresse dessus pour pouvoir aller lire l'instruction qui se trouve dans la mémoire. Et le bus de données, il va lire le retour que la mémoire lui donne, donc il va lire l'instruction. Ensuite, il va décoder l'instruction et il va donner l'instruction décodée, ou plutôt il va piloter ce qu'on appelle l'UAL en français pour unité arithmétique et logique. Alors je vous le dis, vous le voyez quasiment dans aucune datasheet parce que toutes les datasheets sont en anglais. Vous verrez le terme ALU pour Arithmetic and Logic Unit, qui est le pendant anglais de UAL en français, et c'est lui qui fait la phase d'exécution. Donc l'unité de commande, on va dire, elle fait les deux premières tâches, la tâche de recherche. Donc c'est le fait de placer sur le bus d'adresse une adresse pour aller chercher l'instruction. Et la phase de décodage, c'est la phase où on récupère l'instruction et on l'interprète. Et ensuite, l'UAL, ou ALU en anglais, va faire la troisième étape qui est l'exécution de l'instruction. Donc dans la LU, on va retrouver toutes les fonctionnalités possibles par le microprocesseur. Donc des opérations, des soustractions, des additions, des opérations logiques, le AND, le OR, le XOR comme on l'a vu, et pas mal d'autres petites opérations comme ça. Ces opérations vont créer des résultats. Ces résultats, on va vouloir les sauvegarder, la plupart du temps dans la mémoire. Mais avant de les sauvegarder, il faut bien sûr aller écrire sur le bus d'adresse l'adresse d'où on veut sauvegarder le résultat, et ensuite écrire sur le bus de données le résultat. Et ça prend du temps. Hein. Et l'ALU ne peut pas attendre ce temps-là pour exécuter ses actions. Donc, dans un microprocesseur, on retrouve une mémoire interne. Donc, il dispose de sa propre mémoire de travail, et cette mémoire a deux fonctions. Elle permet de stocker temporairement les résultats,
avant de les renvoyer sur la mémoire. Et elle permet également de stocker les informations de commande. Donc l'instruction qu'on a décodée, on peut stocker certaines informations. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien l'intérêt c'est de disposer d'une mémoire interne au microprocesseur qui est à proximité de celui-ci. C'est-à-dire, il n'y a pas de bus d'adresse, etc. Là, c'est directement en sortie de l'ALU que vous avez ces registres, ou en entrée de l'unité de commande, parce que certains registres pilotent sont utilisés par l'unité de commande, d'autres par l'ALU. Elle participe donc à l'amélioration des performances, puisqu'elle est directement reliée à ces circuits-là, et donc du système global lui-même. Alors en particulier, cette mémoire de travail comprend des registres. Alors, on n'a pas, cette mémoire-là n'est pas sous le format adresse et données, d'accord? Il y a des cases, mais ces cases n'ont pas d'adresse, ils ont plutôt des noms. Donc on appelle ceci des registres. Et vous allez voir, il y a plusieurs registres pour le microprocesseur, il y en a pas mal quand même. Et chacun a un rôle précis. C'est-à-dire que chaque case de cette mémoire a un rôle précis. On ne met pas n'importe quoi dans n'importe quelle case. Alors on va en voir quelques-uns. En particulier, cette mémoire de travail comprend les registres, donc ce sont des mémoires binaires. Chaque registre a une fonction propre, comme je viens de vous dire, et les registres interviennent notamment dans le traitement des instructions et les accès à la mémoire du programme. Alors, on va faire un petit exemple, et puis comme ça, je vais vous montrer quelques registres. Le premier registre qu'on va voir ensemble s'appelle PC, pour Program Counter en anglais. Alors, en français, il s'appelle le pointeur ordinal. Donc qu'est-ce que c'est que ce registre? C'est une case mémoire, et dans cette case mémoire, il y a un nombre, et cela représente le nombre, l'adresse, ce nombre représente une adresse, et c'est l'adresse à laquelle on va aller rechercher l'instruction. Donc c'est l'adresse de la mémoire où l'instruction va aller être lue. Donc ce PC est utilisé par l'unité de commande tout au début pour aller réaliser la fonction, la tâche qui s'appelle charge des instructions. Donc la fonction de recherche. D'accord? Il faut savoir aller où chercher. Dans quelle case de la mémoire je vais aller? Eh bien, c'est le programme counter qui a cette information qui est stockée dans sa mémoire. Donc on prend un exemple ici. On veut aller chercher l'instruction qui a l'adresse 2000 de la mémoire. Donc premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une phase de recherche. Je vais placer sur le bus d'adresse. Donc l'unité de commande va placer sur le bus d'adresse l'adresse 2000. La mémoire lit ce bus d'adresse, ouvre la case à l'adresse 2000, prend le code hexadécimal qu'il y a dedans et le place sur son bus de données. Deuxième étape, le décodage. Le microprocesseur qui est ici va lire l'instruction qui est sur le bus de données et va le stocker dans une deuxième mémoire qui s'appelle, alors je crois que c'est en français, RI, ou plutôt IR en anglais, pour Instruction Register. Et ça, c'est la phase de décodage. Le registre d'instruction, en français, RI, IR en anglais, eh bien, va copier ce qu'il y a sur le bus de données, le mettre ici, et interpréter ce qui est écrit. Donc il va interpréter l'instruction, il va décoder l'instruction, grâce à un circuit qui s'appelle le décodeur d'instruction, sur lequel est directement relié ce registre. Donc déjà deux registres, PC et IR ou RI. Donc ce qui me permet de faire les deux premières phases, c'est-à-dire la phase de recherche et la phase de décodage. Donc si je reprends un petit peu, première phase, le PC contient l'adresse du début du programme logé en ROM, cette adresse est mise sur le bus d'adresse. Deuxième phase, l'instruction est transférée au microprocesseur par le bus de données. Troisième phase, une logique interne au microprocesseur permet de transférer chaque instruction dans le registre d'instruction du microprocesseur, bien sûr au fur et à mesure de l'exécution du programme, puisque tout ça va être pipeliné. Donc pendant que je fais ça, le PC va mettre la deuxième instruction, enfin la deuxième adresse d'instruction. On va le voir juste après. L'unité de commande, elle transforme l'instruction en une suite de commandes élémentaires nécessaires au traitement de l'instruction. Donc elle lit le IR, elle décode l'instruction, elle sait quoi faire. Donc elle va aller piloter ces circuits, donc l'UAL, pour réaliser l'instruction demandée. Donc
Si l'instruction nécessite une donnée en provenance de la mémoire, ça peut être le cas par exemple sur une addition. On a récupéré l'instruction numéro 1 qui vous dit il faut faire une addition. Ok, mais une addition, on a besoin de deux éléments. Un premier élément, un deuxième élément. Hein? Le terme faire une instruction, on peut voir ça comme un verbe dans une phrase. C'est l'action. Et on fait une opération, enfin une addition avec quoi? Avec deux termes. On va les appeler A et B par exemple. Hein? Donc, les termes A et B, c'est ce qu'on appelle les opérandes, ou encore les sujets en français. Dans une phrase verbe-sujet, et bien là, on a mnémonique, qui est en fait la première instruction. La mnémonique, c'est ce qu'on appelle l'action, hein, le verbe, et l'opérande, c'est le sujet. Alors des fois, l'addition n'a pas forcément besoin de deux sujets. Si on veut faire A plus B, peut-être que A se trouvait déjà dans la mémoire interne du microprocesseur, et l'instruction dit juste plus B. D'accord? C'est le cas dans l'exemple que je vous donne ici. Donc l'instruction ne nécessite qu'une seule opérande, mais l'opérande, elle est située à un rang en dessous. Donc, quand on décode l'instruction, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le pointeur, on va l'incrémenter de 1 pour dire va chercher l'opérande qui est en dessous. On recommence un cycle de recherche. On récupère la mémoire va placer l'opérande sur le bus de données. Dans la phase de décode, on va décoder la donnée. On va voir que c'est une donnée, donc on ne va pas tout à fait le mettre dans IR parce que ce n'est pas une mnémonique, c'est une opérande. Donc là, le décodeur, il va directement le placer dans l'opérande pour que l'UAL puisse réaliser l'opération A plus B. D'accord? Donc l'opérande, elle est stockée dans un registre, qui n'est pas IR, hein, parce que IR, c'est uniquement pour les instructions qui ont une mnémonique, c'est-à-dire une action à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le microprogramme, il réalise l'instruction qui est exécutée. Ici, par exemple, dans mon exemple, c'est une addition. Alors, il y a des cases mémoire qui s'appellent des drapeaux, flags en anglais, qui vont être relevés. Alors ça, c'est bien utile pour vous. Une addition, par exemple, il y a deux flags qui sont extrêmement utilisés, c'est Z et C. Z, c'est l'abréviation de 0, et C, c'est l'abréviation de carry, retenu en français. 0, comme son nom l'indique, si l'opération, l'addition qu'on faisait, donne un résultat de 0, Z va passer à 1. Si, dans le cas contraire, Z va passer à 0. Si le résultat de l'opération déborde, alors on en a fait un exemple en TD. Vous vous souvenez, en TD, je vous avais fait faire des additions sur 8 bits. Et si vous additionnez par exemple FF plus 1, FF avec 1, le résultat il déborde de 8 bits. C'est-à-dire que le résultat il est sur 9 bits. Sur 8 bits ça va être 0, 0. Et sur 9 bits ça va être 100. 1, 0, 0 en exact. L'UAL il travaille sur 32 bits. Si vous faites une opération qui dépasse 32 bits, C va passer à 1. Donc c'est une bonne indication qui vous donne que le résultat il est faux. Parce qu'on a eu un débordement. On en parlera un petit peu plus tard dans le cours et dans le TD de Z et C. Mais ce sont 2 bits qui sont dans une case mémoire interne au microprocesseur. Et puis à partir de ces 2 bits, en fait, Z et C, on va pouvoir déterminer beaucoup d'unités de comparaison. Est-ce que c'est plus grand que, plus petit que, inférieur ou égal, supérieur ou égal, etc., etc. Tout ça est basé sur ces deux flags Z et C. On le verra un peu plus tard. Alors le nombre et la nature des instructions est conditionné par le type d'architecture du microprocesseur. Donc on va distinguer deux architectures. Hein, et là je suis en train de parler de le code que vous mettez là, comment est-ce qu'il est interprété. On a deux architectures, la première c'est CISC, CISC pour Complex Instruction Set Computer. Donc les instructions elles réalisent des fonctions complexes et sont codées sur plusieurs octets, jusqu'à 8 ou plus. Elle s'exécute sur plusieurs cycles et la logique de chargement des instructions intègre souvent des pipelines permettant d'anticiper leur chargement dans le microprocesseur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que dans une architecture CISC, ici l'instruction, elle n'est pas forcément, c'est pas une case, une instruction. C'est pas forcément comme ça. L'instruction, parfois, elle est tellement complexe qu'elle a besoin d'être écrite sur plusieurs cases. Et donc, pour pouvoir décoder entièrement l'instruction, il va falloir aller la chercher en plusieurs fois. Donc la phase de recherche va durer plus d'un cycle. D'accord? A contrario,
L'architecture RISC pour Reduce Instruction Set Computer, c'est l'inverse. C'est les instructions, elles sont très simples. Donc on a un jeu d'instructions qui est réduit et on a une augmentation de la vitesse de traitement. Pourquoi? Parce que dans les architectures RISC, une ligne de la mémoire, c'est une instruction. D'accord? Alors, après, par exemple, si votre processeur est 8 bits, votre microprocesseur est 8 bits, ça veut dire que le bus de données il est 8 bits, donc la mémoire va être de taille 8 bits. Donc un mot va faire 8 bits. Un mot, je vous rappelle, c'est une case mémoire. Un mot va faire 8 bits. Et le décodeur d'instruction va être sur 8 bits. D'accord? L'avantage, eh ben, vous le voyez tout de suite, hein, une ligne, une instruction, hop, on peut faire le modèle pipeliné qu'on a vu ici, de façon très optimisée. Ce n'est malheureusement pas le cas du DSP. Le DSP, il est en CISC. D'accord? Mais, l'architecture CISC, généralement, se retrouve sur les microcontrôleurs un peu plus haut de gamme. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ils ont un jeu d'instructions, c'est-à-dire la palette d'opérations que peut faire le microprocesseur est bien plus élevée que les architectures RISC, qui sont plutôt dédiées à des microprocesseurs. Alors, je ne voudrais pas dire bas de gamme, parce que comme RISC optimise le pipelinage, des fois vous avez besoin de ce type de microcontrôleur pour des questions de performance. D'accord? Vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités d'un CISC. Vous pouvez prendre un RISC à fonctionnalité égale, vous serez gagnant sur la performance. Alors voilà comment fonctionne le microprocesseur avec la mémoire pour pouvoir décoder le programme. Alors nous en IF40, bien justement, on va programmer ce microcontrôleur et donc le microprocesseur va lire la mémoire que nous avons programmée pour pouvoir réaliser le programme que l'on veut. Alors comment est-ce qu'on fait nous pour aller écrire un programme dans la mémoire? Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas aller écrire des codes hexadécimaux dans la mémoire parce que ça serait très chronophage et il faudrait se taper le manuel d'utilisateur du microprocesseur et connaître par cœur tous les codes hexadécimaux qui correspondent à une addition, une soustraction, etc. etc. Donc, pour faire ça, on a inventé ce qu'on appelle les langages informatiques. Alors, on va distinguer plusieurs langages et en IF40, on va utiliser les deux types de langages. Le langage qu'on appelle haut niveau, alors si vous avez déjà fait du C, du Java, du Python, etc., c'est le langage haut niveau. D'accord? Alors on va pas commencer par ça en IF40, on verra ça la deuxième partie du semestre. Nous, ce qu'on va voir tout de suite en IF40, c'est ce qu'on appelle le langage assembleur. On appelle ça vulgairement le langage bas niveau. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est pas parce que c'est un langage qui est plus facile à apprendre, bien au contraire. Mais par contre, c'est le langage qui est le plus proche du langage qu'on appelle le langage machine. Le langage machine, c'est les codes hexadécimaux qui sont situés dans la mémoire et qui sont décodés par le microprocesseur. Ce sont des nombres. Hein. Et bien, juste au-dessus de ça, il y a le langage assembleur. Donc le langage assembleur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça représente à peu près, pour chaque code machine, on va avoir une instruction, une ligne du programme. Par exemple, on va avoir un code pour faire une addition, faire une soustraction, aller à un endroit précis du programme, arrêter le programme, etc. Alors que dans un langage évolué, on dirait par exemple, tiens, j'ai une série un tableau de 100 valeurs, je voudrais faire la moyenne de ces valeurs. Et on peut rapidement, avec quelques lignes, faire ça. En langage assembleur, il faut décrire chaque étape, chaque addition, la soustraction finale pour réaliser cette moyenne. Voilà la différence. Okay, mais le langage assembleur va nous permettre de revoir exactement comment fonctionne le microprocesseur. C'est un gros avantage. Chose que les langages de haut niveau ne font pas forcément. Il y a également un gros gap entre les deux. Le langage de haut niveau, généralement, est compatible avec beaucoup de microcontrôleurs. C'est-à-dire que nous, on utilise un DSP. Le DSP, il est d'un certain modèle. Le langage de haut niveau que vous créez en C, vous utilisez un autre DSP ou même vous utilisez un autre microcontrôleur, il peut être compatible. Tandis que le langage assembleur, il est propre à notre DSP. Les instructions qu'on va voir, les mnémoniques là que vous voyez en bleu, par exemple, sont propres à notre DSP. Il faudra les changer si vous voulez changer de DSP.
Donc votre programme, il ne fonctionnera que sur un DSP précis. Alors comment ça marche? Comment ça marche en TP? Moi par exemple, je vais faire un programme, donc je vais le taper sur un logiciel spécialisé, et puis comment est-ce qu'il fait pour arriver dans la mémoire du DSP, à l'intérieur de la puce. Alors, je vous ai fait un petit schéma ici, donc on part de langage au niveau, par exemple on va programmer en C. On va avoir ce qu'on appelle un compilateur qui va transformer le langage en niveau en langage assembleur. D'accord? Le langage assembleur, c'est celui qu'on va utiliser pour la première partie du semestre. Donc nous, on va programmer en assembleur et on va avoir un compilateur qui est le compilateur assembleur qui va transformer ce code assembleur en code machine. D'accord? Alors, pour le transformer en code machine, il faut qu'il connaisse la traduction, il faut qu'il ait un traducteur, si vous voulez, assembleur code machine du DSP. Donc pour ce faire, on va lui donner ce qu'on appelle des sources. Hein. Nous, notre DSP, il est de la famille, le modèle, si vous voulez, c'est un C2000. Donc il a, si vous voulez, le logiciel qu'on va utiliser, il a un traducteur, comme un traducteur français-anglais, assembleur code hexadécimal de la famille C2000. Et avec ça, eh bien, il va transformer mon code assembleur en code machine. Alors, ça c'est bien, ça me donne un programme, mais où est-ce que je vais le mettre dans la mémoire? Hein? C'est pas forcément dit. Et si j'utilise des variables A, B pour faire des additions, il faut que je réserve des emplacements de la mémoire pour pouvoir les stocker, les sauvegarder. Donc tout ça, en fait, va être fait dans une deuxième étape qu'on appelle le linker. Le linker, il va utiliser un plan de la mémoire qui va être donné par le logiciel, hein, qui dépend bien sûr du DSP que vous utilisez. On a un plan de la mémoire, et le linker, il va choisir où est-ce qu'il va mettre le programme, est-ce qu'il va réserver des emplacements pour des variables, etc., etc. Okay. Donc on a deux phases déjà. On a la phase de compilation, où on transforme du langage assembleur alors ça va être sous forme de ce qu'on appelle un fichier objet, en code hexadécimal. Et on a une deuxième phase qui est un linker, qui va utiliser un mapping de la mémoire pour savoir définir l'emplacement, où est-ce que je place ce code hexadécimal dans la mémoire, et est-ce que je réserve des emplacements mémoire pour des opérations précises. Et puis après, eh bien là, j'ai un code hexadécimal, j'ai un plan de route, une feuille de route pour dire ok, il faut que je la mette à cet emplacement-là. Eh bien, tout est prêt pour pouvoir transférer le programme, qui pour le moment est sur le PC, dans le DSP. Et là, il y a une chaîne de petits algorithmes hein, qui s'occupent de transférer, alors nous, ça va être via port USB, le programme dans le DSP. Et voilà. Toutes ces étapes-là, ces trois grandes étapes qui sont compiler, donc transformer du code assembleur en code hexadécimal, linker, c'est-à-dire avec le plan de la mémoire choisir où je vais mettre le code hexadécimal et quels emplacements mémoire je vais réserver pour mes données, et enfin programmer, l'action de programmer, c'est transférer tout le programme dans la mémoire du DSP. Eh bien, ces trois étapes s'appellent le build, ou construire en français. Donc, quand vous serez en TP et que vous appuyez sur le bouton Build, qui est un petit marteau, vous réalisez ces trois étapes. Alors, il y a une quatrième étape, qui est une étape de post-traitement. Une fois que vous avez fait ça, le logiciel qu'on vous propose en TP est capable de faire une action en plus, qui est une action de débugage. L'action de débugage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire, on va remonter comme ceci. On va lire la mémoire du DSP, on va, à partir d'un plan mapping, connaître que cette case mémoire, c'est une instruction. Et on va lire l'instruction, donc on va lire le code hexadécimal. Et on va le retransformer en assembleur. À quoi ça sert? Eh bien, ça va nous servir à vérifier que le programme qu'il y a dans la mémoire est bien le même que celui que vous avez transféré. Ça, c'est le premier point.
Mais bon, c'est pas ça qui va vous intéresser le plus. Ce qui va vous intéresser le plus, c'est que le debugger, il est capable également de figer le microcontrôleur et figer le microprocesseur. Ça veut dire quoi, figer? Ça veut dire arrêter le temps. Et si je reviens ici, il est capable d'arrêter le temps sur un cycle précis. Donc vous allez pouvoir vérifier chaque ligne que vous avez écrite, chaque instruction que vous avez écrite, si elle est bien exécutée ou pas. Et vous pouvez avancer le temps cycle par... Alors, vous l'avancez pas cycle par cycle, ça c'est faux. Vous l'avancez instruction par instruction, c'est-à-dire ligne mémoire lue par ligne mémoire lue. Donc en gros, vous avancez par paquet de 4 cycles comme ceci. D'accord? Mais c'est pas grave parce que ça ne nous intéresse pas d'aller au cycle près. Ce qui nous intéresse, c'est de voir si l'instruction, si par exemple je fais une addition de A plus B, eh bien, est-ce que mon microcontrôleur a bien fait A plus B, d'accord? De manière correcte. Et donc, on avance instruction par instruction. Donc, le debugger va être bien utile. Alors, petit résumé de ce que je viens de dire. Donc, le compilateur, c'est la traduction du programme source, on appelle ça le programme source, en programme objet, donc code hexadécimal, qui est le langage d'assemblage. Le programme objet est stocké sur le disque. Alors, quand je dis sur le disque, c'est sur le disque du PC. Ok? Le compilateur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un algorithme, c'est une application. C'est un logiciel dépendant de la machine physique vers laquelle il doit produire le langage. Ben, moi, c'est pour le DSP de la famille C2000, donc je dois avoir un compilateur C2000. Si vous allez en Espagne, vous prenez un traducteur français-espagnol, vous n'allez pas prendre un traducteur français-anglais. Le compilateur est une application, ça je l'ai dit, pardon. Pour faciliter la conception des programmes, le constructeur d'un microprocesseur fournit une liste d'abréviations anglaises de toutes les instructions implantées dans le microprocesseur. C'est ce qu'on appelle le langage assembleur. Et cette liste-là, pour le DSP, eh bien, vous la trouverez sur Moodle. Alors, je vous en parlerai plus en TP, mais je vous ai fait un document. Alors, je ne l'ai pas imprimé parce qu'il fait 300 pages. Mais, et je vous rassure, on va pas l'apprendre par cœur. Mais on trouvera, on va voir un petit peu les principales instructions du microprocesseur. Chaque code binaire d'instruction trouve sa correspondance. Donc, pour chaque instruction en assembleur, il y a un code binaire correspondant qui va être mis dans la mémoire. Donc on appelle ça une mnémonique en assembleur. Mnémonique c'est le verbe, opérande c'est le sujet. Donc mnémonique je fais l'action, opérande c'est sur quoi je fais l'action. Donc il traduit le langage d'assemblage en langage machine. La traduction effectuée par l'assembleur ne peut pas se faire en une seule passe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas travailler en traduisant directement les instructions du langage d'assemblage en instructions du langage machine. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous allez écrire votre programme, vous allez parfois utiliser des étiquettes, des variables, etc. Donc ceci à cause du problème de référence en avant, c'est-à-dire des références à des étiquettes non connues de l'assembleur. Donc en fait, il fait plusieurs passages dans votre programme. Mais ça, je vous rassure, c'est transparent. Quand vous appuyez sur compiler, il fait plusieurs passages, mais vous ne le voyez pas forcément. Il vous présente un petit rapport à la fin de tous les passages qu'il a fait pour dire s'il a bien transféré en code binaire hexadécimal le programme que vous avez fait en assembleur. Donc ça c'est fait. Maintenant j'ai un fichier objet qui contient mon programme en binaire ou hexa. Deuxième étape, le linker. Donc son rôle est d'associer chaque lien à satisfaire avec le lien utilisable correspondant de manière à pouvoir assigner une adresse à chacun des objets présents dans les modules. Chaque instruction doit être mise dans une case mémoire, une ou plusieurs. Donc le linker, il construit ce qu'on appelle le fichier exécutable. La rédaction d'un programme en assembleur suit des règles communes à tous les processeurs. Donc voici un petit exemple, on le verra par la suite. Donc on a ce qu'on appelle des champs. Donc les champs, ils sont séparés ici par un espace. Vous pouvez les séparer quand vous faites des programmes par des tabulations pour marquer ça de façon plus évidente. Donc on a un premier champ ici, sur la gauche, que je suis en train de surligner, qui s'appelle le champ étiquette. Alors le champ étiquette, qu'est-ce que c'est? Ça permet de référencer l'adresse de l'instruction située sur la même ligne ou directement après. En fait, cette instruction-là, on est d'accord qu'il va être traduit en code machine et il va être mis à un emplacement de la mémoire. L'adresse de cet emplacement de la mémoire, il va correspondre à l'étiquette qui est là. Okay. Ça peut servir
lorsqu'on veut sauter d'un bout à l'autre du programme. Il faut savoir à quelle adresse mémoire on va sauter. Donc le champ étiquette correspond à l'expression justifiée à gauche, donc celle-ci. Ensuite, au milieu, on a la mnémonique. La mnémonique, qu'est-ce que c'est? Ça contient l'instruction assembleur. Hein, on appelle ça aussi. Alors, il peut y avoir trois choix. Soit une instruction assembleur, c'est ce qu'on va avoir le plus couramment. Hein, c'est le cas ici de la deuxième ligne avec le MOV pour move. Soit une directive assembleur, c'est ce qu'on va voir avec par exemple le point 7. Soit une macro directive. Alors, on va pas en voir en IF40, c'est le point Word qui est ici. Donc nous, on va voir juste les directives et les instructions. Quelle est la différence? L'instruction, c'est le verbe, l'action. Et la directive, en fait, ça va pas être transformé en une instruction. Ça va pas être transformé en un code binaire et une case mémoire. La directive, ça va être plutôt... on va déclarer des variables avec la directive. Par exemple, on va dire au linker, la directive sert à communiquer avec le linker. Elle ne fait pas partie du programme final. Elle va dire par exemple au linker, bah tiens, réserve un emplacement de une case mémoire et tu l'appelles Toto. Voilà. Ça, c'est une directive qui permet de faire ça. Donc le champ assembleur correspond aux expressions situées après une étiquette sur la même ligne. Hein, donc si vous avez une étiquette, sur la même ligne, après un espace, vous avez la mnémonique. Ensuite, vous avez l'opérande. Donc un espace et vous avez l'opérande. C'est un argument éventuel d'une instruction. Si je veux faire une addition de A plus B, je vais avoir addition et puis après l'opérande ça va être A et B. Alors là, je viens de vous faire un exemple, il peut y avoir plusieurs opérandes. Les opérandes sont séparées par des virgules en assembleur. Là par exemple, j'ai une ligne où j'ai une étiquette qui est begin, j'ai une mnémonique qui est move, et j'ai deux opérandes. La première, elle s'appelle AR1 et la deuxième, elle s'appelle dièse 2. Voilà. Alors, particularité pour le DSP, l'éditeur de liens, il réunit les différents fichiers lorsqu'ils sont plusieurs. Il définit les adresses d'implantation du programme en mémoire de l'espace réservé au programme et affecte aux variables et à la pile une zone de l'espace mort réservé des données. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que le linker, il s'occupe de savoir où placer le code binaire hexadécimal dans la mémoire et s'occupe de réserver les différents emplacements pour les variables. Le fichier, alors là on est toujours dans le PC, hein, on n'est toujours pas transféré, donc on produit un fichier, on appelle le fichier exécutable. Le fichier ainsi obtenu devra ensuite être enregistré dans la mémoire programme, donc transféré. Alors dans le cas de notre DSP il s'appelle le TMS 328F28 335. Alors je mets un petit X ici parce qu'il y a plusieurs familles de TMS 328F28. On a plusieurs zones mémoire, donc c'est une architecture Harvard. Hein. Et dans l'architecture Harvard, on a plusieurs zones. Donc on les appelle aussi sections. Et il y en a plusieurs, on va pas tous les voir en IF40. Je vous donne les principales ici. Une zone point texte, qui est la zone contenant le code exécutable. Donc là, par contre, c'est le code que vous avez mis. Donc le code binaire hexadécimal qui est transformé depuis vos instructions. Une zone point data qui est les données, hein, A, B, Toto, etc. Et une zone EBSS pour réserver pour les données non utilisables. Alors on va pas l'utiliser en IF40, donc j'en parle. Enfin, on va vous l'utiliser, mais sans le voir. C'est transparent. C'est s'il y a par exemple une opération qui nécessite à un moment de sauvegarder un résultat temporairement, mais pas de votre gré, pas qui vous est directement accessible, il va être mis dans la zone EBSS. Lorsque les outils d'assemblage sont exécutés sur un système doté d'un processeur différent du processeur cible, comme un PC par exemple, on parle de cross-assembleur ou cross-compilateur pour les outils de compilation. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va reprendre ces principes-là, mais on va les voir pour le DSP en particulier. Ok? Donc ça fera l'objet d'une vidéo partie 3 de ce cours. Voilà, cette petite partie du cours est maintenant terminée. Je vous remercie et je vous encourage en TD et en TP à réfléchir à toutes ces notions lorsque je vous présente des mnémoniques assembleurs et des opérandes qui y sont associés. Je vous remercie.